Nous sommes actuellement dans une période formidable. On a eu en très peu de temps beaucoup d'annonces de processeurs et de cartes graphiques de chez Intel, de chez AMD, de chez Nvidia qui allaient sortir. Ils sont en train de sortir encore actuellement. Les seuls dont on attend les nouvelles au niveau des cartes graphiques, c'est AMD. Mais du coup, ils ont bel et bien annoncé leur nouvelle génération de processeurs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de passer en review tout ça, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté de mon sponsor qui me soutient depuis un bon moment maintenant et grâce à qui je peux mettre Doc mon chien à l'abri. Je parle bien entendu de YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu. On peut également y retrouver des clés software. Et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Ce sont de vraies clés legit, Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site. Vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici, j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc, cette nouvelle génération AMD. J'en sais très peu de choses au moment où je tourne cette vidéo. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu du positif, j'ai vu du très négatif. Évidemment, on ne peut pas prendre en compte que ce négatif, Apparemment, des hausses de performance, il y en a eu. Et merci beaucoup à eux parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de matos pour que je puisse vous faire cette review. Ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de processeurs, j'en suis très content. Donc évidemment, j'ai reçu le petit Ryzen 5 7600X. Il n'est pas dans sa boîte parce qu'actuellement, il est sur une carte mère, étant donné que je vais commencer mes tests. On a également le Ryzen 7 7700X, la gamme supérieure, celle qui s'adresse aux petits créateurs qui veulent faire et du gaming et du multitâche. Et puis on va passer dans leurs procs qui sont vraiment destinés aux créateurs ou à ceux qui veulent vraiment le top du top de chez AMD, le must, donc les Ryzen 9. Ici je possède le 7900X et juste à côté le 7950X. Donc pour cette génération de processeurs, il y a plusieurs choses qui vont changer. Déjà le socket, on passe enfin d'AM4 à AM5. Ça faisait un petit moment qu'on était sur la M4 et on est passé sur l'architecture Zen 4. Donc il y a autre chose qui a changé également. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est d'un côté assez positif, mais d'un autre côté, je sais pas si les choses ont vraiment été bien faites. Enfin, j'imagine que si, étant donné qu'il y a des ingénieurs qui travaillent là-dedans. Moi, je ne suis pas ingénieur. Donc, je vous le montre. Comme vous pouvez voir, même l'architecture physique, la structure du processeur a complètement changé. On est sur quelque chose de plus petit, on est sur quelque chose qui ne remplit pas l'intégralité du PCB. Et moi, je dois vous avouer que je trouve ça très sexy, je trouve ça très joli, mais je me demande pourquoi. Mais en tout cas, ça leur donne une très belle gueule. Je les trouve vraiment très sexy et j'adore cette mise au point que je suis en train de faire actuellement là. Elle est très sexy également. Et alors, autre chose qui a changé, les pins de la face arrière ont disparu. Excellent point AMD parce que je ne compte pas le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient plié des pins. Moi, ça m'est arrivé également de plier des pins sur les coins, donc j'ai su les redresser. Mais des gens qui ont coincé des pins directement dans le socket en voulant l'enlever alors que le petit loquet il était enlevé. Et alors pour la partie gaming, je vais coupler tout ça avec une RX 6900 XT Gaming Z Trio de chez MSI. Pour tester tout ça, j'ai reçu une carte mère de chez Asus ROG, la Crosshair X670E Hero. Donc là pareil, nouvelle génération, nouveau socket. J'ai déjà fait un pré-montage pour gagner un petit peu de temps, mais du coup, comme vous pouvez le voir, le processeur est déjà dans son socket et alors vous pouvez voir qu'ici on a de nouveau un système de cage comme chez Intel qui du coup lui retiendra beaucoup mieux le processeur directement dedans. Et petit détail que je n'avais pas vu, mais le socket est estampillé AMD Ryzen AM5 en dessous, c'est plutôt cool, je n'avais pas vu ce détail, c'est plutôt sympa et alors je vais l'enlever de son socket pour vous montrer. Étant donné que les pins ont disparu du processeur, on les retrouvera sur le socket, il faudra donc faire attention à ne pas les plier parce que c'est encore plus compliqué, voire parfois impossible à redresser. Et alors pour la RAM, désolé pour la tremblote, j'ai de la Trident Z5 Neo de chez G-Skill, 2x16 Go cadencé à du 6000 MHz en CAS 38. Bref, bah écoutez, sans plus attendre, je pense qu'il est temps de démarrer les tests. On va donc commencer par le Ryzen 5 7600X, 6 cœurs, 12 threads cadencé de base à 4,7 GHz et sa fréquence boost va jusqu'à 5.3. Et avant même de parler de performance ou de le comparer, je trouve que pour un Ryzen 5, ça chauffe énormément. Déjà au repos, on est entre 40 et 50. Ici, en utilisation max, on dépasse les 90. On est généralement entre 92, 91. C'est vraiment beaucoup pour un processeur d'entrée de gamme. Néanmoins, les scores sont là. On peut constater une petite évolution quand même par rapport au 5600X, environ 2000 points. C'est pas incroyable, mais c'est quand même honorable. Ça reste une évolution. Et mine de rien, ça le place quand même dans une tranche de processeur qui peut faire beaucoup de choses, aussi bien du jeu que de l'applicatif. J'entends par là du rendu vidéo, du streaming, de la 3D, à niveau modéré bien évidemment. Au niveau du prix, on démarre assez fort, ça pique. Pour l'instant, 360 € pour le moins cher, c'est pratiquement le même prix que son concurrent le 12600K, alors que finalement, le processeur de chez Intel performe quand même mieux. Le Ryzen
i7 17700X, donc le milieu de gamme de cette génération de processeurs. Cette fois-ci 8 cœurs, 16 threads, fréquence de base 4.5 GHz, peut monter jusqu'à 5.4 en boost. De mon point de vue, c'est clairement lui le plus intéressant de sa génération. Vraiment un gros gap de performance qui est franchi entre le 7600X et celui-ci. Je veux dire, passer de 13 000 points à 19 000 entre deux gammes, c'est quand même un très gros bond. Très performant en multitâche, également en jeu. Toujours des problèmes de chauffe, ça malheureusement ça ne s'arrange pas. Et en vrai ça je pense que je vais pas le répéter à chaque étape, mais c'est clairement le problème de cette génération. Ils chauffent tous trop. Au repos on est toujours entre 40 et 50 et en boost on est à 90, 95, parfois même plus de 100 degrés. Mais ça on verra après pourquoi. Prix le plus bas en France, 500 €. C'est cette fois-ci plus cher que son concurrent le 12700K alors qu'il est moins performant. Donc je le répète, pour moi c'est probablement le plus intéressant en rapport qualité-prix performance de cette génération, mais il reste quand même trop cher pour ce que c'est. Ryzen 9 7900X, donc ici on est clairement dans le haut de gamme de cette génération. 12 cœurs pour 24 threads, c'est vraiment énorme. Fréquence de base 4,7 GHz et en boost on peut monter jusqu'à 5.6. Alors cette fois-ci, au contraire des gammes inférieures, on performe un petit peu plus qu'à la concurrence, c'est-à-dire le 12900K. On est entre 1000 et 2000 points de plus sur Cinebench. C'est pas énorme, mais ça reste au-dessus. On est sur un processeur qui perfe bien en multicœur, qui se débrouille pas trop mal en monocœur. Sur ce point-là, on reste inférieur à un 12900K, mais en jeu, c'est là qu'on commence à voir que ce genre de processeur se distingue et n'est pas vraiment fait pour ça. Certes, on a des bons scores, mais comme vous pouvez le voir sur les global scores, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact en jeu. On se retrouve avec un score qui est à peine supérieur au 7700X et qui est inférieur au 7600X. Donc clairement, c'est pas un processeur qui est destiné au jeu. En ce qui concerne son prix, environ 650 € sur la plupart des sites. C'est plus ou moins le prix du 12900K et les deux se valent très bien avec un petit peu plus de performance au niveau du 7900X, mais seulement en multitâche parce que en jeu, le 12900K reste supérieur sur pas mal de points. Par contre, il y a une réelle montée en performance par rapport à son prédécesseur, le 5900X. Donc pour ceux qui tiendraient vraiment à passer sur cette génération, oui, il y a un réel gain de performance, surtout sur le haut de gamme. Pour finir, l'ultra haut de gamme de cette génération, le Ryzen 9 7900X. 16 cœurs, 32 threads, fréquence de base 4,5 GHz et en boost 5.7. Ici, on est indéniablement sur celui qui performe le plus de toutes ces générations et également celui qui chauffe le plus. J'ai quand même dû baisser à mort sa tension pour réduire un peu ces températures parce que c'était exagéré. Dites-vous juste qu'au moment où j'ai lancé un stress, sans même changer quoi que ce soit la fréquence, que ce soit sa tension, rien, je l'avais touché à rien. Dès que j'ai lancé le stress, au bout de quelques secondes, il a craché parce qu'il était trop chaud. Dites-vous juste que sa tension de base était à 1,45, j'ai dû la baisser à 1,15 pour tenter quoi que ce soit, sinon je ne pouvais absolument rien faire avec ce processeur en termes d'overclocking. Bien entendu, je rappelle que tout ce que je vous montre ici, c'est sans overclocking. Là, je vous montre juste que j'ai essayé d'en faire un, j'ai réussi, mais il a fallu baisser la tension. Donc lui, clairement, pour le multitâche, j'ai pas besoin de faire un monologue là-dessus, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, j'ai pas besoin d'argumenter, c'est une brute. Comparé au 7900X, il envoie très très fort. Aussi bien sur Cinebench que TimeSpy, tous les scores processeurs sont assez violents. Le seul point qui lui fait énormément défaut, c'est le jeu, et ça on va le voir dans un instant. Pour vous comparer un petit peu la puissance entre le 7900 et le 7950, je vous ai fait un petit test de rendu sur Adobe Premiere Pro. On peut voir ici qu'on gagne environ 20 à 30 secondes et je peux vous le dire, pour du rendu vidéo, c'est vraiment énorme de gagner autant. Pour le prix, accrochez-vous bien, 850 € environ, c'est énormissime pour un processeur dit grand public. Malheureusement, je n'ai pas de processeur chez Intel, donc la concurrence. Effectivement, il y a le 12900KS qui est au-dessus du 12900K, mais ce n'est pas un processeur à part entière. Ici, on n'est pas sur une upgrade du 7900X, on est sur un 7950X, donc un processeur à part entière qui n'a pas vraiment de concurrent en face, donc pas de concurrence en termes de prix. Même si certes, le gain de performance est très visible par rapport au 7900X, ça reste quand même excessif. Alors, ici, c'est le moment où on va un petit peu moins rigoler du côté du très haut de gamme. J'ai fait plusieurs tests, tout à la même résolution, tout avec les mêmes paramètres, en ultra évidemment, pas de ray tracing, pas de FSR, pas de DLSS, rien du tout. Et à chaque fois, vous pouvez voir les différentes performances entre chaque processeur. Je n'ai pas testé plus de jeux parce que pour moi, voilà, tester un jeu aussi ancien que GTA qui performe déjà bien et Cyberpunk qui demande quand même pas mal de ressources, c'est amplement suffisant pour se faire un petit avis sur toutes ces bêtes. Et vous allez voir que d'un processeur à l'autre, plus on monte, bizarrement, plus on perd en performance. Parfois, on reste assez équitable, mais il n'y a aucun moment où les gros processeurs vont permettre au jeu de mieux performer. Déjà parce que les jeux tirent beaucoup plus de la carte graphique que le processeur, même si de plus en plus ils tirent sur le processeur, mais aussi et surtout parce que tous les processeurs haut de gamme que vous voyez ici ne sont pas vraiment taillés pour le jeu. Et c'est ça le problème, c'est qu'on en revient à une génération où il y a des processeurs qui vont servir au jeu et d'autres qui vont servir au multitâche. Évidemment,
évidemment, quel que soit le processeur que vous avez, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez avec, mais il y aura quand même des différences de performance. Par exemple, si vous comparez un petit peu le 7950X au 7600X, vous pouvez constater que le 7950, il est complètement à la ramasse en jeu. Ce qui est problématique avec ça, c'est que du coup, on va devoir choisir entre jeu ou multitâche. Je m'explique. Si vous prenez par exemple le 7600X, vous allez avoir quelque chose qui est performant en jeu, mais moins en multitâche qu'un 7950X. Donc là, on pourrait se dire, ok, du coup, je vais prendre un 7950X qui sera très performant en jeu et très performant en multitâche. Mais le problème, c'est que du coup, il performe moins qu'un 7600X en jeu. Ce qui fait que si vous voulez prendre la crème de la crème pour pouvoir faire non seulement du jeu, mais également du multitâche, vous êtes un créateur, vous êtes un streamer, peu importe, et bien voilà, vous prenez un 7950X et vos performances en jeu vont être amputées par rapport à un 7600X. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que à la génération précédente, vous preniez un 5950X, vous alliez avoir exactement les mêmes performances en jeu qu'un 5600X, et donc vous alliez avoir un vrai processeur qui est compatible pour tout. Là, c'est soit de l'un, soit de l'autre, mais pas les deux. Sauf si vous prenez le 7700X qui est la balance entre les deux, mais qui n'est pas aussi puissant qu'un 7950X en multitâche. Je pense qu'il est maintenant temps qu'on débriefe sur tout ça et que je vous explique ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a tellement de choses à dire aussi bien en positif qu'en négatif sur cette génération que je sais pas par où commencer. Je vais commencer par le positif parce que c'est quand même plus condensé que ce qu'il y a à dire sur les points négatifs, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester sur une note finale qui est mauvaise. Cette génération n'est pas mauvaise. Il y a des performances, il y a des gains par rapport à la précédente, mais c'est juste que si on compare ce qui se fait actuellement et les possibilités, il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout. Tout d'abord, très bonne chose, on est sur une génération qui performe plus que la précédente chez AMD. Ce sont des performances qui sont très intéressantes et qui sont complètement dans l'air du temps. Si on regarde par rapport à la génération 12 d'Intel qui est la dernière sortie pour l'instant, parce que je le rappelle, la 13 n'est pas encore sortie, on est dans ce qui se fait actuellement. Le problème, c'est que dès que la génération 13 va sortir, il se peut très bien que tout soit balayé. AMD sort une génération tous les 2 ans, Intel le font tous les ans, donc ils ont le temps d'anticiper, ils ont le temps de travailler, même si généralement les roadmaps, ils les regardent pas chaque année après année en regardant sur ce que fait la concurrence. Deuxième point positif, AMD a tenu son pari, ils sont passés en 5 nanomètres. C'est très bien, on a des processeurs qui sont plus petits, mais à quel coût? Aussi bien coût budgétaire que répercussion, parce que au vu des températures, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire quelque chose d'aussi petit? Je parle pas de la gravure, mais de la taille du processeur. Pourquoi ne pas avoir fait ça en 5 nanomètres, mais en ayant gardé la même taille de processeur, ou peut-être même plus grand, parce que là, à vouloir tout miniaturiser, on se retrouve avec des Ryzen 9 qui ont des cœurs les uns sur les autres, enfin, où c'est tellement petit et tellement dense à l'intérieur qu'il n'y a plus rien qui respire. Une des raisons pour lesquelles on a ces températures-là. Et bon, on parle de température, donc on commence à rentrer dans le négatif. Les températures, c'est vraiment quelque chose de meurtrier sur cette génération. Je pense que c'est l'une des choses qui va la tuer. Parce que avoir un Ryzen 7950X qui chauffe, ok, un 7900X qui chauffe, ok, un 7700X qui chauffe, bof, un 7600X qui chauffe, c'est pas normal. Où sont passés les processeurs AMD qui pouvaient être refroidis avec leur propre ventirad? Là, c'est plus possible. Parce que je vous vois venir, il y en a certains qui se disent, oui, mais bon, si tu refroidis ça avec le cul, etc. J'anticipe avant que vous ne me lâchiez votre meilleur com, j'étais au water cooling custom. Certes, ça a la forme d'un AIO, mais c'est bel et bien un water cooling custom avec du matériel barreau, donc c'est pas de la merde. Donc même si c'est pas le truc ultime, c'est pas le meilleur water cooling custom en souple qui existe au monde, c'est normalement quelque chose qui est supérieur à ce qui se fait en termes d'IO déjà dans le marché, et surtout que je l'ai toujours fait tourner à fond, la pompe tournait tout le temps à fond. C'est juste qu'on a des réels problèmes de température, et on y vient aussi, problème de tension. Les processeurs sont à plus d'1.4 en tension dès le départ, c'est aussi un problème, parce que du coup, si on veut des températures plus légères pour que ça fonctionne bien, pour éviter de perdre de la fréquence, pour éviter de niquer le matériel sur le long terme, il faut impérativement baisser cette tension, et quand je parle de la baisser, c'est à 1.3, 1.2 ou 1.1, qui fait que dès le départ, on doit baisser ça drastiquement. Et donc ceux qui s'y connaissent un petit peu diront, mais oui, mais où est le problème? C'est juste une simple manipulation à faire. Oui, d'accord, mais du coup, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout et qui veulent juste un processeur qui performe, comment ils font? Faut savoir que j'ai fait tous mes benchmarks en live, en capture, donc pour ne pas perdre en performance sur la machine sur laquelle j'étais en train de bench. Il y a des gens qui passaient en me disant, ouais, mais pour la vidéo, faut que tu baisses le voltage, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Le problème avec ça, c'est que ça aurait mis vraiment en confusion tous les gens qui regardent la vidéo. Et même si je l'avais annoncé en début de vidéo en disant, voilà, le voltage a été baissé pour le bien des températures durant cette vidéo, il y a des gens qui ne seraient pas capables de le faire. Allez expliquer à un débutant qu'il doit baisser sa tension et qu'il doit ensuite remonter un peu la fréquence pour ne pas perdre tôt en performance, ça devient inaccessible aux débutants, aux gens lambda, on va dire, dans l'informatique. Certes, quelqu'un qui achèterait un 7950X, par exemple, doit un minimum s'y connaître parce qu'il a un gros bébé entre les mains. Il faut savoir le dompter, il faut savoir l'utiliser. Le problème, c'est que même un 7600X, il chauffe de ouf. Donc, où est-ce qu'on place les novices dans l'histoire? À quel moment c'est accessible pour eux? Donc ça, très gros point négatif, c'est que c'est plus forcément accessible d'avoir un processeur qui fonctionne bien à de bonnes températures. Même si vous mettez un putain d'IO, ça va chauffer. Si vous ne réglez pas la tension, ça va chauffer. Donc les gens qui ne s'y connaissent pas,
on les balaye. Ou alors bon bah ils auront des procs qui chauffent, hein, c'est ce que vont faire tous les intégrateurs PC, les boutiques etc, même les fabricants PC, ils vont mettre des Ryzen 7 dans leur PC, ils vont les vendre comme ça pour la plupart sans aucune optimisation, aucune manipulation, ils vont laisser le voltage tel quel et du coup les gens vont se retrouver avec des processeurs qui chauffent et pas comprendre pourquoi leur machine ne performe pas autant que ce qu'ils ont payé. Car oui, autant personnellement je pense que AMD ne vont pas en vendre beaucoup aux particuliers, voilà, juste le processeur pour les gens qui veulent monter leur PC de toutes pièces, mais pour les gens qui achètent dans des boutiques spécialisées ou qui achètent des PC tout faits chez Boulanger ou Carrefour ou quoi, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et mine de rien, ces gens sont encore majoritaires par rapport à nous. On est clairement minoritaires les gens qui montons notre PC. Donc je pense clairement que cette tension qui agit sur la température va être un gros problème pour les ventes à monsieur et madame tout le monde. Mais au-delà de ça encore, il y a le prix. Les prix que je vous ai montrés pour les processeurs, déjà je les trouve très élevés. AMD grimpe, leur performance grimpe, leur marque grimpe, tout monte, les prix montent. Et en plus, bah actuellement, les prix de tout grimpent. Donc je sais pas si ça a une réelle incidence pour eux, mais en tout cas, on se retrouve avec des processeurs qui tapent déjà beaucoup dans les prix. Et en plus de ça, les cartes mères, mes amis, les X670 valent la peau des fesses. Et MSI, je sais pas ce qu'ils font de nouveau avec leur Godlight, je sais pas ce qu'ils attendent, à qui veulent la vendre, mais en tout cas, elle est de nouveau là. Et même si on va voir du côté B650, c'est très cher pour des cartes mères bas de gamme. Il y a quelques temps, pour une carte mère, même au lancement, on pouvait trouver des trucs pour 120, 150 euros, même moins cher. Ici, on n'a plus rien. Faut directement être autour des 300 euros minimum, même pour le plus bas de gamme. Et sachant qu'ici, on est obligé de changer de carte mère pour prendre ces processeurs-là, et du coup, bah, de RAM, vu qu'on est passé en DDR5, le coût d'un changement, même si on veut passer sur un simple 7600X, il est effarant, c'est trop. Donc je pense clairement que pour AMD ça va pas être une très grosse génération et je me demande si eux n'en sont pas conscients, mais qu'ils se retrouvent un petit peu comme Intel, bloqués dans leur roadmap à devoir la sortir. C'est exactement ce qui s'est passé avec la 11e génération d'Intel, je la trouvais claquée au sol. C'était performant, c'était bien, mais ça chauffait, c'était trop cher, il fallait faire trop de changements, il fallait faire trop de choses et c'est une génération qui est passée complètement inaperçue. Et bon, argument qui touche un petit peu moins le noyau lambda, on va dire, des utilisateurs AMD, c'est que comme je l'ai dit, on se retrouve avec des processeurs qui ont chacun l'utilisation. C'est pas genre au plus tu montes, au plus tu vas en avoir. Il y a vraiment cette espèce de rapport multitâche gaming qui est à chaque fois inversé. Plus tu vas descendre en gamme, plus tu vas en avoir en gaming. Plus tu vas monter en multitâche, plus tu vas en avoir en multitâche. Mais du coup, ça va faire ça. À chaque fois, il y a une espèce de balance qui va se mettre. Il n'y a aucun moment où on pourra avoir quelque chose qui excelle vraiment en jeu et en multitâche. Vous prenez un 5900X ou un 12900K, vous aurez les performances en jeu, voire plus d'un 5600X ou d'un 12600K, avec le côté performance multitâche en plus. Là maintenant, c'est l'un ou l'autre. Genre vraiment, je le dis, ne prenez pas un 5900X ou un 5950X si vous voulez jouer. Ce sont des processeurs qui ne sont faits que pour le multitâche, que pour l'applicatif, et qui sont très bons et très chers, mais qui ne fonctionnent que pour ça. Donc ouais, je pourrais encore en parler très longtemps. Je pense que c'est d'un côté du bon boulot, cette gravure en 5 nanomètres, ce gain de performance qu'il y a eu, mais ça laisse trop de petites choses à désirer comme ça sur le côté, ça laisse trop de malus. Moi, en toute honnêteté, si on me demande mon avis sur cette génération, est-ce qu'il faut passer dessus? Non. Soit on reste sur la génération 5000, soit on va chez Intel en 12 ou en 13, soit on attend la prochaine génération d'AMD, mais passer sur celle-ci, ce serait quand même beaucoup d'argent et beaucoup de contraintes. Donc bah, j'espère que voilà, cette génération ne sera pas trop pénalisante pour AMD en termes d'image, j'espère que les gens vont un petit peu passer outre, parce que les gens ont très facile à mettre des marques en avant, à les prôner, et puis du jour au lendemain de se retourner complètement. Hein. Évidemment, sans dénigrer un seul instant AMD, parce que voilà, je les attends au tournant, personnellement, j'en attends beaucoup de la prochaine génération. Pour l'instant, bah, l'avis que j'ai là-dessus, c'est qu'ils ont été complètement bloqués par leur roadmap. Je pense que baisser en finesse de gravure, si avant c'était le bon plan, maintenant ça ne l'est plus, et Intel l'ont bien démontré avec les cœurs performants et efficients. En tout cas, j'en espère beaucoup pour la suite. Si c'est toujours 2 ans pour une génération, bah rendez-vous dans 2 ans. Sauf si entre-temps, ils nous sortent des espèces de petits patchs, des petits correctifs, des petits trucs. Hein. Bon, de toute façon, on sait qu'il y aura des processeurs entre. On va avoir du Ryzen 3, on va avoir du G, on va avoir du X3D. Mais du coup, voilà, j'en attends beaucoup pour la suite, et merci en tout cas beaucoup à AMD de m'avoir prêté tout ce matériel pour faire ces tests. Ça m'a pris un petit peu de temps, ça fait un petit moment qu'ils ont été annoncés, que beaucoup de gens ont fait leur bench. J'ai dû prendre le temps de le faire, j'ai eu beaucoup de choses à faire aussi entre temps. Beaucoup de retard sur plein de choses, mais au moins j'ai pu prendre le recul pour faire tout ça et le faire à mon aise. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. L'espace commentaire est ouvert comme d'habitude si vous avez quelque chose à dire. Restez néanmoins respectueux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.